l'histoire du temps partiel, ou le fait qu'il ne faut pas le prendre à la lettre, quoi. Ouais. Pas le trésorier, non. Le trésorier, non. Comment? Il n'y a pas M. Brouillard. Non, Bon, je pense que le port il est tellement sous l'eau en ce moment. Bonjour à tout le monde, bonjour chers collègues, et merci d'être présents et à l'heure pour notre nouvelle réunion du conseil municipal. On excusera notre DGS qui a des petits soucis de santé et on lui souhaitant un prompt rétablissement. Donc comme d'habitude, on va procéder à l'appel. Donc Laurent Ourquet présent, Marielle Garonzi, François Lucena, Annie Vote, Michel Ferré, présent, merci, Pascal Comte-Dumas, Jérôme Garcia, Martine Maréchal, Alain-Manuel Lambert, Alain Chatillon, Thierry Fred, Valérie Mogard, présente, Patricia Ducenti, pouvoir à Marielle Garonzi, Gilou Desprats, présente, Brigitte Burson-Breyer, pouvoir à Pascal Comte-Dumas, Christelle Fèvre, présente. Jean-Louis Clausel, présent. Oui, tu es présent? Ah, il est présent. Alain Sartori, présent. Catherine Février, présente. Catherine. Olivier Picard, pouvoir à Martine Maréchal. C'est Olivier Picard, hein, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit, c'est pouvoir à Martine Maréchal. Thierry Clavel, présent. Frédéric Gassigné, présent aussi. Uvaldo Polvoreda, présent. Charlotte Toussaint, présent. Marie-Archance, procuration à Jérôme Garcia. Caroline Combe, absente et pas de procuration. Rémi Deron, absent aussi. Robert Clairon, il est là. Et Martine Freeman, absent. Et je crois qu'on a amplement le quorum. Merci à vous. Donc, premier point, c'est de nommer un secrétaire de séance. François. Merci d'être volontaire. Merci beaucoup pour être secrétaire. À tous les coups, tu gagnes. C'est bien. Deuxième point, avant d'attaquer notre ordre du jour, est-ce qu'il y a des remarques ou des demandes de modification du procès-verbal de notre dernière réunion? Des remarques? Non. Donc, je vous propose d'approuver donc le compte rendu qui est pour. Merci d'unanimité. Donc, point numéro 1. Donc, aujourd'hui, l'ordre du jour est relativement financier. On va commencer par ça, avec le premier débat d'orientation budgétaire. Et on va passer la parole à Martine Maréchal. Oui, bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Voilà, nous allons voir les éléments du débat d'orientation budgétaire pour 2022, qui est un préalable au vote du budget qui, lui, aura lieu vers début avril. Les éléments qu'on va vous présenter ne tiennent pas compte d'un projet de reprise de la voirie par les communes. La voirie, actuellement, est une compétence de la communauté de communes et un projet est en cours qui pourrait aboutir mi-2022 à la reprise par les communes et donc, dans notre cas, des décisions modificatives du budget. Je voudrais également faire quelques remarques préalables avant d'entrer dans les chiffres. En matière de budget de fonctionnement, nous parvenons depuis plusieurs années à un niveau d'épargne brute intéressant,
Mais un effet de ciseau a tendance à faire diminuer cette épargne. Évidemment, on n'a pas le même pourcentage entre l'évolution des recettes et des dépenses, on va le voir. Concernant nos budgets d'investissement, nous avons réalisé en 2021 seulement 60% du prévisionnel. Un des constats que nous faisons est que nous avons des difficultés à réaliser nos programmes de travaux, essentiellement en raison des ressources humaines en présence dans nos services et face aux lourdeurs administratives et techniques exigées dans bon nombre de dossiers. Cette problématique reste prégnante pour 2022 et les années futures certainement, puisque, comme vous allez voir, on a un programme ambitieux d'investissement. Si nous rentrons maintenant dans les chiffres, voilà, les budgets de fonctionnement. Donc, comme je vous disais, il y a des tendances divergentes entre recettes et dépenses. Si nous regardons donc les recettes sur la partie droite, en 2021, nous avons réalisé à peu près 12 700 000 euros de recettes. Je vais arrondir les chiffres, si vous le permettez. Et si nous enlevons un produit exceptionnel qui était la reprise du résultat Sivom, nous avons constaté une progression de 5%. En 2022, nous prévoyons à peu près 12 600 000 euros de recettes, soit à peine 1%. Ce 1% vient en fait de l'augmentation du produit fiscal des taxes ménages, des 3 taxes, foncier, bâti, non bâti, et la taxe d'habitation qui nous reste sur les résidences secondaires. Ce produit va augmenter au niveau des bases cadastrales de 3,4%, mais nous apporter 150 000 euros de recettes. Et nous reprécisons qu'il n'y a eu aucune augmentation des taux depuis 2011. Mais dans le même temps, les dotations de l'État baissent et ont baissé de plus de 25% en 4 ans. Si nous regardons nos dépenses, nous voyons qu'en 2021, elles ont été de 9 700 000 euros, soit 600 000 euros de plus. Et nous prévoyons pour 2022 10 470 000 euros, soit 700 000 euros de plus. Donc nous allons voir le détail. Donc 2021, je vous disais 664 000 euros de plus, soit 7,3%, qui a été expliqué par la mise en place des aides au PA, RU et FISAC pour 202 000 euros, les locations de modulaires pour des travaux 113 000 euros. Les frais de personnel ont augmenté de 264 000 euros en 2021, soit 4,8%, avec des embauches et ce qu'on appelle le glissement vieillesse-technicité, qui est la progression des salaires des agents. Et nous avons aussi quelques provisions, litiges et sur le compte épargne-temps. Pour 2022, nous prévoyons une hausse de 706 000 euros, soit à nouveau 7,2%. En raison d'une hausse très importante des fluides que nous constatons, 184 000 euros, et à nouveau d'une progression des charges de personnel que nous évaluons à 469 000 euros, qui ferait, après déduction des remboursements sur contrat aidé, une hausse nette de 6,3%. Dû là aussi, d'une part, au glissement vieillesse-technicité en 2022, et à des renforcements de services. Nous prévoyons l'embauche d'un responsable au service voirie, réseau et propreté, l'embauche d'un poste commun en culture festivité et des renforcements police municipale, services techniques, mais essentiellement avec des contrats aidés. Nous prévoyons en 2022 l'inscription d'une subvention au centre social Monique Cullier pour 200 000 euros. Et on rappellera, après 4 années de subventions non versées, car cela avait été compensé par le produit de cession du foyer Jean Ricalens et par un don. En résultante des variations que je vous ai expliquées, notre épargne brute a atteint 2 700 000 euros en 2020, elle a atteint 2 966 000 euros en 2021 et elle devrait être de 2 100 000 euros en 2022. Si nous regardons maintenant les budgets d'investissement 2021, en dépenses, nous avons le remboursement du capital de la dette, 975 000 euros, et des dépenses réalisées pour 3 400 000 euros sur un prévisionnel de plus de 6 millions d'euros qui avait été voté. Dans les recettes 2021, nous avons l'épargne brute, 2 900 000 euros, des subventions perçues pour 638 000 euros et des recettes propres, 1 267 000 euros, qui sont le remboursement de la TVA et la taxe d'aménagement. Pour 2022, en dépenses, nous avons le capital de la dette, 826 000 euros, des restes à réaliser de 2021 pour 1 704 000 euros et un budget ambitieux de dépenses pour 7 173 000 euros. En tout, 8 800 000 euros de budget d'investissement de dépenses.
Pour compenser cela, ou financer cela plutôt, nous prévoyons notre épargne brute dont je vous ai parlé, 2 100 000 euros, des subventions avec des restes à percevoir, donc plus importantes, 1 180 000 euros, des recettes propres, TVA, taxe d'aménagement pour 580 000 euros, et si nous réalisons les budgets de dépenses d'investissement, un emprunt pour boucler de 1 200 000 euros. Et notre excédent global de clôture, qui s'élève à 4 638 000 euros à fin 2021, serait absorbé par les investissements dont je vous ai parlé. Si nous faisons quelques focus maintenant en 2021 sur les réalisations principales, nous pouvons annoncer, du moins affirmer, la rénovation du groupe scolaire Roger Sud en première partie, la piste de Pumtrack, le mobilier Welcome et des travaux conséquents, voirie et sur les bâtiments communaux pour 985 000 euros. Nous avons eu aussi l'acquisition du local d'Aïdé et des études lancées sur les aménagements des axes principaux, avenue de Castelnaudary, Tour de Ville, allée Charles de Gaulle. Également une étude sur la végétalisation, une étude sur la voie verte. Pour 2022, nous avons programmé de nouvelles études. Vous l'avez sous les yeux, donc signalétique locale, intergénérationnelle, diagnostic à le central, la construction d'un stade au groupe scolaire Roger Sudre et une cantine autonome. Nous continuerons les programmes OPH, RU et FISAC. Vous avez le rappel des montants. La rénovation du groupe scolaire Roger Sudre, ce sera à la fin du programme. Nous prévoyons la rénovation des vestiaires et des tribunes du stade, projet important, la création d'un city park à coût final et encore des travaux de voirie réseau espace public pour 2 500 000 euros. 2022, la commune soutiendra les travaux de l'hôpital au travers d'une subvention d'équipement de 250 000 euros. Également, donc, nos engagements d'investissement pluriannuels sont ambitieux, comme je vous le disais, puisque sur les années 2021 à 2025, nous les évaluons à plus de 32 millions d'euros. Et encore dans ce chiffre, nous n'avons pas les travaux d'urbanisation avenue Castelnaudary et Tour de Ville. Et je vous rappelle les difficultés dans la réalisation des programmes, donc ce sont bien des budgets prévisionnels. Je dirais aussi que la commune dispose de capacités d'emprunt pour faire face, à partir de 2024, essentiellement pour faire face à ces budgets d'investissement, mais elle devra maintenir une épargne brute assez élevée pour constituer l'autofinancement requis en la matière. Si nous regardons notre dette, donc vous avez la dette ancienne, celle qu'on a aujourd'hui en fait, et la dette nouvelle qui serait celle qu'on emprunterait en 2022, les 1 200 000 euros. Nous pouvons voir, si nous regardons essentiellement la dette ancienne, que l'annuité, comme je disais, va baisser fortement. Pour 2022, l'annuité dette ancienne s'élèverait à 880 000 euros. En 2023, elle serait de 480 000 euros et en 2024, de 330 000 euros. Donc 500 000 euros de capacité d'endettement qui sont pour nous aussi une réserve pour financer nos programmes d'investissement. Et notre taux d'endettement, qui est calculé l'annuité par rapport au produit de fonctionnement, est de 8,27%, alors que la moyenne est à 9,25%. Voilà, nous vous présentons un focus sur la structure des effectifs. Vous avez là les effectifs qui sont les présents au 31 décembre de chaque année et dont des temps partiels. 2021, donc, je rappelle, nous avons une hausse de la masse salariale de 4,8%. Et pour 2022, cette hausse serait de 6,3% compte tenu des éléments que je vous ai donnés. Voilà les éléments budgétaires, je vais dire en synthèse. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup pour cette synthèse. Bien évidemment, vous avez eu dans votre dossier beaucoup plus d'éléments. On a essayé ici en séance d'extraire les éléments principaux. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce que vient de présenter Martine ? Je me tourne vers vous. Donc, en synthèse, on est très ambitieux sur les programmes d'investissement, en particulier sur l'année actuelle à venir, 2022. Avec toujours des problématiques de réalisation parce qu'on a des glissements qui viennent. Les années 21 en particulier ont été des années d'élections départementales, régionales qui font que, en termes de programmation, ces organismes ont pris un certain retard, le temps de réinstaller leurs assemblées. Qu'en 2022, on aura aussi des élections présidentielles et législatives,
qui font que la véritable difficulté pour nous, c'est comment on arrive à pousser nos dossiers dans le temps, indépendamment d'un élément. Point à remarquer aussi, c'est l'effet ciseau que soulignait Martine, hein, puisque vous voyez qu'avec une année très forte d'augmentation des bases que nous ne décidons pas, hein, puisque c'est l'État qui détermine les bases, va augmenter de 3,40 parce que c'est une année à forte augmentation, nos produits vont rester plats. Voilà, donc c'est un vrai point, et tout ça pourquoi? Parce que les dotations de l'État au sens large sont en très forte baisse sur les années précédentes. Et dernier élément, c'est qu'avec tous les transferts de fiscalité, taxes d'habitation, etc., on perd de la maîtrise de nos finances locales, puisque ça nous échappe, et que les compensations qui sont décidées en un instant T restent plates tout au long de notre vie, et on ne peut pas bénéficier d'un certain dynamisme lié à nos différentes actions. Donc c'est un petit peu les points qu'il faut garder. Le positif est qu'on a un programme ambitieux d'investissement sur les 5-6 ans, à nous de les avancer, et qu'on a des capacités de financement propres, et aussi parce qu'on a bien maîtrisé notre dette qui permettra d'aller financer, parce qu'on sait bien que les financements de l'État ou de la région ou des départements ne vont pas aller en augmentant et en croissant. Nous avions une réunion avec la préfecture lundi sur la DETR et le DSIL, et je vous citerai 2 chiffres. Les budgets alloués au département de la Haute-Garonne, 18,5 millions. Les demandes des communes, pour la même période, 100 millions. Ça vous donne un petit peu l'amplitude ou la magnitude et ce qui nous attend en termes de financement. Enfin, et de possibilités de financement sur les fonds de l'État. Donc c'est un petit peu ça qu'il nous faut essayer de gérer. Est-ce que vous avez d'autres points que vous souhaiteriez aborder ? Donc voilà, on vous demande de prendre acte du débat, hein, puisqu'on ne vote pas le budget, c'est juste les axes et les éléments principaux qu'on a essayé de vous présenter. Et merci encore à Martine et à Patricia pour le gros travail qui est fait, et en particulier pour le travail de synthèse, pour ne pas être un trop long monologue par rapport à ça. Donc, merci de prendre acte. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose qu'on passe au point numéro 2 de l'ordre du jour, qui lui est encore plus loin en termes d'éléments, qui est l'adoption du règlement financier. Voilà, tout à fait. C'est l'adoption du règlement budgétaire et financier. Alors pourquoi ? Parce que depuis le 2 décembre 2021, lorsque nous avons délibéré, nous avons approuvé le passage en compte financier unique avec l'adoption d'un nouveau référentiel comptable qui s'appelle M57 à partir du 1er janvier 2022. Et cela nous oblige à mettre en place un règlement budgétaire et financier dans ce cadre-là, mais qui n'apporte aucun effet novateur sur l'ensemble des comptes qui sont présentés ou du calendrier que nous avions depuis plusieurs années. Donc, vous l'avez reçu. Si vous avez des questions, bien sûr, je vais y répondre. Mais je n'ai pas vu de changement par rapport à la façon dont on gérait les comptes dans le passé. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Des remarques sur ce règlement que vous souhaiteriez voir apporter ? Bien évidemment, c'est un règlement qu'on fait à l'instant T. Au fur et à mesure, il sera amené à évoluer éventuellement, et ça permet de redonner un cadre budgétaire. C'est obligatoire avec le changement de normes, mais ça ne révolutionne pas la façon dont on faisait nos prévisions, qu'on a arrêté nos budgets et les instances des uns et des autres. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là ? Des remarques ? Donc, je vous propose d'adopter ce règlement qui est pour. Eh bien, merci. Point suivant, merci à toi, Martine. Point suivant, Michel, bilan des acquisitions et des cessions foncières sur l'exercice 2021. Je vous rappelle que l'article 224.1 du Code général des collectivités territoriales dispose que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants, par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. En 2021, les opérations foncières suivantes ont été réalisées. Concernant les acquisitions,
à la société Eni France, 31 avenue de Castelnaudary, pour un montant de 120 000 €, un terrain pour un aménagement de voirie et d'entrée de ville. Sur le deuxième, à monsieur Pierre Borel et madame Sylvie Jalade, chemin de l'Albarel, pour un montant de 1 130 €, une bande de terrain pour aménagement le long de cette voie. Et troisièmement, à M. René Daïdé et la SAS Maison France Daïdé, au 3 et 5 avenue Roquefort, pour un montant de 265 000 €, un bâtiment pour création d'une pépinière artisanale. Cession, il n'y en a pas eu. Donc le bilan de ces opérations foncières sera annexé au compte administratif de la commune. Et donc là aussi, il n'y a pas de vote, on prend acte de ce bilan. Par contre, si vous avez des questions particulières, je suis prêt à y répondre. Questions, des remarques? Eh bien, merci. Donc, on passe au point suivant, puisqu'il n'y a pas de vote, c'est juste une prise d'acte. Et c'est Marielle sur la décision au contrat groupe d'assurance statutaire du centre de gestion de la Haute-Garonne. Normalement, c'est le 4. Non. Mais moi, je le sais. C'est moi qui continue, le 4. Non, le 4, c'est un niveau-vote, pardon. Ah. C'est un niveau-vote, ouais. Si je vous zappe les trucs, c'est pas bon. Vous étiez en 5. J'essaye de mettre un peu d'ALA, mais ça marche pas. Donc, on est bien en 4. Ouais. J'ai un niveau-vote, appel à projet pour un socle numérique. Appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, signature de la convention pour le versement de la subvention. L'an 2021, le 2 du mois de décembre, à 18h30, le conseil municipal de la commune s'est réuni. Mais est-ce que je dois lire ça? C'est pas la peine, c'est plutôt celui-ci. C'est parce que je disais, mais ça s'est passé. Donc c'est la convention par elle-même. Excusez-moi. Entre les sous-signés de la ville de Revers, représentée par son maire, Monsieur Laurent Ourquet, agissant en cette qualité, en vertu d'une délibération du conseil municipal. Quoi, c'est pas ça encore? C'est ça, là. C'est ça que tu dois lire. Uniquement que ça? Que ça. Non, c'est des annexes. C'est des annexes. Ah bon? Annexes de la convention. Donc, on n'est pas parti pour lire les annexes, mais pour lire la délib. Alors, je recommence. Excusez-moi. Allez, on efface tout et on repart. Pourquoi on me donne tous ces papiers là? Dans le cadre de l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, la commune de Revel a été retenue avec l'attribution d'une subvention de 50 670 € qui représente 70% du montant total prévisionnel des dépenses qui s'élève à 72 900 € hors taxes. Considérant qu'un seul porteur de projet par territoire pouvait répondre à cet appel à projet, la candidature intégrait également les besoins de l'école privée La Providence. Dans ce cadre, une convention déclinant les modalités de refacturation et de suivi d'exécution pour la prise en charge du matériel informatique par l'école de La Providence est nécessaire. Celle-ci précise les modalités d'achat, de livraison, de remboursement et de responsabilité des deux signataires. Je vous propose d'approuver la convention de refacturation du matériel informatique par l'école de La Providence, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention à intervenir, ainsi que tout document en relation avec cette affaire. Qui est contre? D'abord, y a-t-il des questions ou des remarques? Non. Non. Donc, procédons au vote. On procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Et qui est pour. Voilà. Je rappelle que là, l'objet, c'est de refacturer, quand même. Donc, voilà. Ceux qui se sont abstenus. Et c'est... Oui. Merci. Merci à vous. Là, on est bien au point 5. Et Marielle va bien prendre la parole. Je crois que ça marche. C'est bon. Merci. Adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du centre de gestion de la Haute-Garonne. Depuis 1992, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, CDG 31, propose une mission optionnelle d'assurance des risques statutaires afférents aux personnels territoriaux par application des dispositions du décret numéro 86-552
du 14 mars 1986, pris pour l'application de l'article 26 alinéa 5 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984. Ce service consiste en la mise en place d'un contrat groupe d'assurance à adhésion facultative pour le compte des structures publiques territoriales employeurs du département de la Haute-Garonne et la réalisation d'une prestation de suivi des sinistres et des conditions d'application du contrat et de conseil. Après mise en concurrence par voie d'appel d'offres ouvert, le groupement Grâce à Voix, courtier mandataire et CNP assureur est titulaire du contrat groupe permettant la couverture des risques afférents aux agents affiliés à l'IRCANTECT et des risques afférents aux agents affiliés à la CNRACL. Dans un précédent conseil municipal, je vous avais demandé justement de pouvoir adhérer pour cette mise en concurrence via le CDG 31. Donc je vais peut-être vous faire grâce de toute la lecture. Simplement vous rappeler que ces deux couvertures prennent effet au 1er janvier 2022 pour une durée de 4 ans. Vous rappelez également les deux régimes, c'est-à-dire la couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à l'IRCANTECT. C'est pour les agents titulaires et stagiaires dont le temps de travail est inférieur à 28 heures hebdomadaires, les agents contractuels de droit public ou de droit privé. Et ensuite, on arrive à la couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à la CNRACL, qui sont les agents titulaires et stagiaires dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires. Et la proposition de taux par garantie, donc, est la suivante que vous pouvez lire ou vous en avez déjà pris connaissance. Alors, pour résumer, les adhésions à chacune des couvertures IRCANTECT et CNRACL sont totalement indépendantes. En outre, les taux sont garantis pendant 2 ans à couverture constante. À compter du 1er janvier 2024, ils pourront être révisés dans les conditions fixées par le marché. Ce service est mis donc en œuvre par le CDG 31 qui mobilise une équipe de 5 conseillères en assurance sous la responsabilité d'un responsable de service. Il donne lieu à la signature d'une convention d'adhésion et à la perception par le CDG 31 d'une rémunération spécifique par couverture souscrite d'un montant représentant 5% du montant de la prime d'assurance avec une perception minimale de 25 €. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'adhérer au service contrat groupe du CDG 31 à l'occasion de la mise en place du contrat d'assurance statutaire 2022-2025 aux conditions précédemment exposées, de souscrire à la couverture des risques afférents aux agents affiliés à la CNRACL aux conditions de garantie et de taux suivantes, décès, accidents et maladies imputables au service au taux de 1,45%, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents contractuels et conventionnels relatifs aux décisions précédentes, ainsi qu'à procéder au choix des variables de couverture, c'est-à-dire base de l'assurance et de couverture au titre des rémunérations assurées. Et enfin, d'inscrire au budget de la structure les sommes correspondant au recours à la mission optionnelle du CDG 31 et aux primes annuelles d'assurance. Si vous avez des questions concernant les garanties qui vous sont exposées dans les tableaux et dans le propos développé, vous pouvez les poser. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci Marielle. Merci à vous. Point suivant, création de postes et modification des tableaux d'effectifs. C'est une délibération que l'on retrouve souvent lors des conseils municipaux. Donc, je vous rappelle que ce ne sont pas forcément des postes, de nouveaux postes, hein, mais pour justement les promotions internes, régularisation, etc. Donc, création de postes et modification du tableau des effectifs. Conformément aux possibilités offertes par le statut de la fonction publique territoriale, il est proposé au conseil municipal de créer les postes suivants. 2 postes d'agent de maîtrise à temps complet, 35 heures, afin de permettre la nomination par promotion interne. Un poste d'adjoint technique principal 2e classe à temps complet, 35 heures, pour un agent qui a demandé sa réintégration à la suite d'une période de disponibilité. 2 postes d'adjoint d'animation à temps non complet, un poste à 25 heures afin d'augmenter la quantité de travail d'un agent, un poste à 24 heures afin de permettre le recrutement stagiaire d'un agent, et un poste d'adjoint d'animation à temps non complet, 8 heures, afin de permettre le recrutement en qualité de stagiaire d'un agent.
Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à constater les besoins concernés, à signer les arrêtés à intervenir, ainsi que le renouvellement éventuel du recrutement dans les limites fixées par l'article 3 premier de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, si les besoins du service le justifient, et d'approuver le tableau des effectifs modifié annexé au présent. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. Avez-vous des questions? Non. Donc nous passons au vote. Qui s'abstient? Qui est pour? On suit. Non, Et qui est contre? on arrive Je vous remercie. Merci beaucoup. François, toujours point ressources humaines, recrutement d'un parcours emploi compétences dit PEC. PEC. Le PEC a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant les difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. La prescription du PEC est centrée sur les publics éloignés du marché du travail. L'entrée dans un PEC se fait sur la base du diagnostic du prescripteur, à savoir Pôle emploi, la mission locale ou Cap emploi selon les profils. L'aide à l'insertion professionnelle de l'État est attribuée à l'employeur qui, en contrepartie, doit obligatoirement mettre en place des actions d'accompagnement et de formation. L'employeur doit également désigner un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Le PEC fait l'objet d'un accompagnement en 4 phases. Diagnostic du prescripteur, entretien tripartite réunissant le prescripteur, l'employeur et le futur salarié au moment de la signature de la demande d'aide qui doit permettre la formalisation des engagements. Suivi pendant la durée du contrat, entretien de sortie de 1 à 3 mois avant la fin du contrat. Le PEC prend la forme d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 9 à 12 mois à raison de 35 heures par semaine. Le renouvellement de contrat n'est ni prioritaire ni automatique. Il est conditionné à l'évaluation par le prescripteur de son utilité pour le bénéficiaire et autorisé uniquement si les engagements antérieurs de l'employeur ont été respectés. La commune peut donc décider d'y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective d'aider un demandeur d'emploi à s'insérer dans le monde du travail. Un premier PEC a été recruté au sein de la collectivité à la suite de la délibération du 30 septembre 2021. Il est proposé d'en recruter un second qui exercerait les fonctions d'agent des services techniques à raison de 35 heures par semaine. Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 12 mois maximum, reconductible sans pouvoir excéder 24 mois au total. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver le recrutement d'un contrat PEC pour les fonctions d'agent des services techniques à temps complet pour une première période de 12 mois maximum, reconductible sans pouvoir excéder 24 mois au total. D'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. Des questions ? Moi, juste une remarque, ça fait partie de ce qu'on avait déjà exprimé au mois de septembre, d'un des éléments de la commune, de permettre la réinsertion de personnes qui sont un peu éloignées. Et je pense vraiment que c'est un dispositif qui doit permettre de justement aider des personnes un petit peu en difficulté, mais avec du vrai sens, en leur fournissant un vrai travail et une vraie rémunération à ça. Et l'intérêt pour la commune était d'avoir une participation de l'État en retour par rapport à ça. Donc je pense que ça fait partie des devoirs de notre commune. On passe au vote. Oui, s'il n'y a pas de questions, à moins qu'il y ait des questions. Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci. Toujours dans l'aspect social, on va, et c'est un sujet que j'adore parce que c'est un débat qui n'est pas un débat, donc, mais on est obligé de le tenir, excusez-moi de ça là-dessus. Donc nous allons parler de protection sociale complémentaire pour nos agents. Une ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire de la fonction publique fait obligation à terme de participer au financement d'une partie de la complémentaire santé et prévoyance souscrite par nos agents. Les collectivités territoriales et établissements publics ont 3 ans pour préparer cette obligation légale. Pour ce faire, l'ordonnance du 17 février 2021 prévoit qu'un débat obligatoire soit organisé au sein de chaque assemblée délibérante portant des garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire.
Il doit se tenir avant le 18 février 2022 et ne donnera lieu à aucun vote. C'est là où c'est extraordinaire, et aucune délibération ne sera adoptée suite à ce débat. Donc on nous demande de débattre, mais sans conséquence immédiate. Bon, néanmoins, les éléments de contexte, c'est nous sommes en train de parler de protection statutaire des agents qui, vous le savez, restent limités dans le temps et peuvent engendrer des pertes financières et de revenus en cas d'arrêt maladie prolongé. Donc, la protection sociale complémentaire est une couverture sociale apportée aux agents en complément de celle prévue par la fonction publique qui dure en fonction du statut de l'agent IRCANTEC ou CNRACL et sachant si c'est la maladie ordinaire de la maladie, de 1 an à 3 ans. C'est-à-dire que des agents qui sont malades ou absents au-delà de ces périodes peuvent voir leurs revenus baisser très fortement. Donc il convient aux agents, ce qui est la situation actuelle, de s'assurer pour apporter une protection complémentaire à ces éléments-là pour un risque santé ou pour un risque de prévoyance. Donc nous n'avons pas rien fait, on a déjà des actions que je vais vous rappeler tout de suite au sein de la ville de Revel. Tout d'abord, la complémentaire santé. Concernant le risque santé, la commune a mis en place un contrat groupe pour ceux qui le souhaitent. Actuellement, 26 agents y adhèrent sans que cela donne lieu à une participation financière de la commune. Depuis 2 ans, mais comme tout ce qui est mutuel en parallèle, les taux augmentent très fortement pour les agents dans le contexte qu'on connaît bien par ailleurs. En termes de prévoyance, la commune de Revel verse à ce jour une participation de 10 € brut par mois aux agents présentant une attestation de contrat de prévoyance. 112 agents sont concernés au 31 décembre, ce qui a représenté un budget total de 13 500 € en 2021. En termes de perspective, on va nous demander, et on discutera, je pense, avec les institutions représentantes de nos agents, des modalités pour monter en complémentarité, sachant que la loi nous fait obligation d'avoir certains taux mini de cette participation, 20 ou 50%, suivant si on parle de maladie ou de prévoyance. Donc, il y a des contrats groupes, on aura plusieurs modalités pour conclure des accords là-dessus, que ce soit en termes de maladie ou prévoyance. Et c'est ça qui fera l'objet de débats. Tout d'abord, nous discuterons de ces éléments-là avec les représentants de nos agents, et puis nous reviendrons dans cette instance pour vous proposer, en fonction des accords qui auront pu être trouvés, avec nos agents et leurs représentants. Dernier élément de connaissance, c'est un projet de décret, mais je pense que le décret n'est pas encore passé, mais il y a eu un accord qui a été pris sur la complémentaire santé des agents territoriaux, qui a été finalisé et qui était à l'ordre du jour du Conseil supérieur de fonction publique territoriale. Pour information, le texte prévoit que les employeurs territoriaux financent obligatoirement la protection de leurs agents à hauteur de 15 € minimum par mois pour la santé et de 7 € minimum pour la prévoyance. Pour la commune, cela représenterait, sur ces bases-là, mais une fois de plus, ça dépendra des négociations qu'on aura avec les représentants de nos agents, un montant global de 27 000 € par an, étant entendu qu'elle participe déjà à la protection pour la prévoyance. C'est-à-dire qu'il y a déjà un bout qui est pris et qu'il faudra regarder comment on établit. Donc, nous serons amenés, durant les prochaines semaines et mois, à discuter avec nos agents et à revenir vers vous. Voilà le débat, ce qui est plus de l'information et qui ne fait pas, comme je l'ai dit en début de cette intervention, nécessité de vote. Donc, affaire à suivre. Et je dois dire qu'enfin, le public rejoint le privé sur cet aspect-là, puisque déjà, dans le privé, c'était des éléments importants de la prévoyance et qui étaient déjà acquis depuis de très longues années. On s'aperçoit parfois que l'employeur public est, de temps à autre, un peu moins prévoyant et correct vis-à-vis de ses agents que ne l'est le secteur public. Privé. Voilà, donc prenons acte que nous avons eu cette discussion. François, je reviens vers toi pour parler de la réhabilitation du groupe Roger Sud. Oui, donc c'est la tranche 3, le premier étage du bâtiment élémentaire.
C'est l'avenant numéro 1, rectificatif au lot 4, enduit extérieur. Par délibération en date du 2 décembre 2021, le Conseil municipal a autorisé la signature des avenants numéro 1 au lot 1, 4, 6, 7, 8 et 10. Une erreur matérielle s'est glissée dans l'avenant numéro 1 au lot numéro 4, enduit extérieur, qui n'a pas été notifié et qui doit être modifié. L'incidence financière pour le lot 4 est la suivante. Donc, ce sont les enduits extérieurs. Le montant initial du marché en euros et en TTC, c'était 83 566,98. Le montant de l'avenant en euros, c'est moins 13 954,02. Pourcentage d'écart par rapport au montant initial, moins 16,70%. Le nouveau montant du marché en euros au TTC, 69 612,96. Le nouveau montant total des travaux s'élève donc à 758 767,69 € en TTC. Je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 au marché relatif au lot numéro 4. Y a-t-il des questions? Non. Donc, tout le monde est pour? Merci. C'est à toi, Jérôme. Nous sommes toujours à Roger-Sudre, mais pour un côté plus sportif. Merci, bonjour à tous. Une étude relative à l'aménagement du terrain situé au groupe scolaire Roger-Sudre du chemin de Lourmette jusqu'à la rue Montpezat a été engagée par la commune qui, après une large concertation, a retenu un assistant de maîtrise d'ouvrage, le cabinet Vitam Ingénierie. Il s'agit de réaménager un ancien terrain de football, pour les plus anciens d'entre vous, le stade Roger Arnaud, afin d'y installer des équipements permettant de favoriser la pratique sportive au sens large, au profit des écoles, des associations, mais aussi des habitants, pour en faire un espace ouvert. Ce projet, dont l'aspect paysager a été l'une des priorités, permettra également à la commune de s'inscrire pleinement dans la démarche de Terre de Jeux 2024 en favorisant l'activité sportive pour tous. Le montant prévisionnel de l'opération s'élève à 962 000 € hors taxes, mais le plan de financement que vous avez trouvé en pièces jointes montre que la part de l'autofinancement de la ville de Revel ne sera que de 192 400 €. C'est déjà pas mal. Le programme de l'opération... C'est déjà pas mal, mais c'est un très beau projet. Le programme de l'opération sera annexé à la consultation à lancer afin de choisir un maître d'œuvre. La fin des travaux est espérée pour l'été 2023. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver le programme de l'opération annexée, d'approuver le plan de financement dont je viens de vous parler, d'autoriser Monsieur le maire à modifier celui-ci le cas échéant, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents se rapportant à cette opération et à ce très beau projet. C'est effectivement un très beau projet. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au vote sur ces éléments-là, hein? Enfin, sur le groupe, on a réhabilité le groupe en 3 tranches. C'est on en a parlé juste avant. Et là, on attend d'avoir finalisé tous les travaux pour nous permettre de faire un terrain de sport qui servira prioritairement, bien évidemment, au groupe Roger Sud et qui permettra aussi de désengorger un petit peu nos installations sportives avec pas mal d'aménagements. Vous avez eu le dossier. Je pense que c'est un dossier, effectivement, qui est un très beau projet. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Point suivant, Michel, sur la modification des programmes Rénove ta façade et Rénove tes volets. Par délibération en date du 25 mars 2021, un dispositif d'aide pour la restauration des façades a été approuvé et permet de financer de manière non cumulable 2 types de travaux. Premièrement, Rénove ta façade à destination des propriétaires pour la restauration des façades visibles du domaine public sur les rues de Dreuil, Vore, Victor Hugo et Marius-Auduit, ainsi que sur la place centrale. La région Occitanie est partenaire financier de ce programme. Les aides publiques sont de 20 à 40% du montant total des travaux hors taxes, en tenant compte de la typologie de l'immeuble, avec un montant maximum d'aide de 8 000 €. Et deuxième programme, Rénove tes volets, pour la rénovation des volets et encadrement en bois sur le périmètre correspondant à la zone 1 du site patrimonial remarquable.
Après 2 années de mise en œuvre, 8 demandes pour Rénov' ta façade et 4 pour Rénov' tes volets ont été subventionnées. À la suite de plusieurs demandes de particuliers, je vous propose de faire évoluer ce dispositif sur le programme Rénov' tes volets de la manière suivante. La rénovation ou le remplacement de la porte d'entrée de l'immeuble sera subventionnable sur le périmètre d'intervention de Rénov' tes volets, à savoir le périmètre correspondant à la zone 1 du SPR. Et deuxièmement, modification du règlement relatif à ces aides qui mentionne les modalités techniques, administratives et financières. Pour mémoire, l'enveloppe financière prévisionnelle de la commune est fixée à 200 000 € jusqu'au 31 décembre 2024, soit en moyenne 40 000 € d'aide par an. Donc l'idée, c'est que sur les volets, il n'y a pas eu beaucoup de demandes. Et comme on a pas mal de demandes sur la rénovation des portes d'entrée, ce qui est quand même intéressant et pour notre ville, c'est pour ça qu'on a voulu l'étendre à ces portes particulières. Voilà. Donc, vous avez des questions particulières là-dessus ? Si vous n'en avez pas, je vous propose donc d'approuver ce dispositif modifié des programmes Rénov' ta façade et Rénov' tes volets, ainsi que le nouveau règlement correspondant, et d'autoriser M. le maire à signer tout document en relation avec cette affaire. Qui est pour ? Merci. Merci. Jérôme, nous allons parler de santé. Oui, pour la candidature à l'appel à manifestation d'intérêt régional pour la création d'un groupement d'intérêt public, GIP, en vue de la création et gestion de centres de santé. Avec un nombre d'habitants en Occitanie en constante augmentation et un nombre de médecins généralistes par habitant en nette diminution depuis plus de 10 ans, avec des projections avec une baisse régulière du nombre de médecins jusqu'en 2030, de nombreuses zones dans la région souffrent ou sont menacées à plus ou moins long terme de désertification médicale. Depuis septembre 2021, nous avons pris l'initiative de conclure un bail pour un ensemble de bureaux situés 20 rue Clément-Cisor. Il s'agit d'y accueillir un pôle de médecine préventive avec un centre médico-scolaire, une passerelle sport-santé qui vient d'être labellisée Maison Sport-Santé par l'ARS et une consultation bimensuelle de médecine du travail, un pôle de prise en charge des maladies cardiovasculaires avec 4 consultations de cardiologie par semaine et une consultation d'angiologie et d'autres professionnels de santé comme une sage-femme avec la capacité d'échographiste et un orthoptiste. Nous attendons également une dermatologue une fois par mois à partir du mois de mars. Fin 2021, la région a lancé un appel à manifestation d'intérêt afin d'accompagner le développement des maisons et des centres pluriprofessionnels. Pour ce faire, donc, un GIP sera créé avec pour objet de porter la création et la gestion des centres de santé. Le GIP sera également chargé de recruter directement les professionnels de santé qui seront salariés. Les centres de santé gérés par le GIP seront conformes au cadre défini par le Code de la santé publique et ouverts à tous avec des horaires les plus larges possibles. Les territoires ciblés prioritairement par la région sont ceux situés en zone d'intervention prioritaire, ZIP, mais aussi, le cas échéant, en zone d'appui complémentaire, donc ZAC, au titre du zonage défini par l'arrêté du 9 octobre 2018 par l'ARS Occitanie. Pour votre information, la commune de Revel est située en ZAC. Les collectivités doivent s'engager, notamment à mettre à disposition des locaux donc, que nous avons et à participer financièrement à son fonctionnement. Considérant que l'initiative pourrait correspondre à cet appel à projet et qu'au moins 4 médecins généralistes installés sur le territoire communal ou intercommunal devraient partir à la retraite dans les 5 prochaines années, je vous propose de candidater à l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la région Occitanie. Je vous précise par ailleurs qu'une réflexion est également engagée au niveau de la communauté des communes Lauragais-Revel-sur-Rézois sur le même sujet, puisque l'offre de soins ne doit s'envisager qu'à l'échelle intercommunale. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet avant de passer au vote ? Non ? Bon. Donc, qui est pour candidater à l'appel à manifestation d'intérêt régional ? Merci de cette unanimité. Je profite pour remercier plus que chaleureusement Jérôme, qui investit beaucoup de son temps, de sa passion et de son énergie
en dehors de sa délégation au sport sur ces éléments-là, parce que c'est une vraie problématique. On a d'ores et déjà beaucoup de tensions avec des personnes qui ont du mal à trouver un médecin traitant qui les accepte. Et on est là dans l'anticipation de difficultés qui vont ne faire que croître quand on voit la courbe et la pyramide des âges avec les 4 médecins qui vont partir dans les toutes prochaines années, parce que c'est demain, 4-5 ans, c'est demain. Et quand on connaît le temps d'inertie pour former les médecins, et là où on paye beaucoup de mauvaises politiques des années ou des décades précédentes, et Revel n'échappe pas à ces éléments-là. Je ne pense pas, et je me fais le porte-parole de Jérôme là-dessus, qu'il y ait de solution miracle une et unique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Le GIP, l'adhésion au GIP en est un. Envisager de salarier nous-mêmes directement des médecins en est un autre. Parler de télémédecine étant une troisième voie. Développer les pratiques avancées sont une quatrième voie. Et on peut comme ça subventionner éventuellement les études de médecins pour en contrepartie avoir une certaine assurance d'occupation de chemin sont encore une voie. Donc je pense qu'il va falloir faire feu de tout bois si on veut essayer, alors que ce n'est pas le rôle quand même initial d'une commune de s'occuper de la santé, mais devant la situation, si on ne s'y met pas, on va avoir de grandes difficultés et surtout nos concitoyens vont avoir de grandes difficultés. Donc merci à toi Jérôme pour vraiment très sincèrement de porter ces projets-là, que ce soit au niveau de la commune ou de l'intercommunalité. Point suivant, Michel, on l'a fait. Sinon, c'est de nouveau Michel, c'est régulation foncière. À Coufinal. À Coufinal, oui. Dans l'amplitude de le long de plusieurs communales à Coufinal qui appartiennent au domaine public communal ne correspond pas aux limites réelles de propriété. Il s'agit des chemins de la Montagne Noire, du château, de la plaine et des jardins. Ce sont des chemins qui ont été élargis il y a plusieurs années et il n'y a jamais eu de régularisation foncière. Donc pour régulariser cette situation, la ville de Revel a pris contact avec les différents propriétaires riverains qui ont donné leur accord pour cette régularisation. Vous avez la liste des propriétaires qui sont concernés: Malrieux, Lacombe, Bermond, Porte, Sacaz, Lomo, Toletti, Sancho, Bercia et Oriol. Donc l'ensemble de ces propriétaires a été d'accord pour régulariser cette situation pour l'euro symbolique. Donc je vous propose d'acquérir à l'euro symbolique auprès des propriétaires mentionnés ci-dessus les parcelles correspondantes, d'autoriser M. le maire à signer les actes et documents en relation avec cette opération, et d'autoriser, le cas échéant, M. le maire à donner procuration à un collaborateur de l'office notarial qui réalisera l'acte. Les frais inhérents à ces opérations seront pris en charge par la commune. Vous avez des questions particulières là-dessus? Non, bon, merci. Et puis, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, merci, tout le monde est pour. Merci. On n'a même plus à lever le bras. Marielle, toujours sur de la voirie et dénomination de nouvelles voies. Dénomination de voies nouvelles, chemin de la Forgue et impasse des Aigrettes. La réalisation d'équipements et d'aménagements publics ou la création de nouvelles habitations entraîne la création de voies qu'il convient de dénommer. Il s'agit également de prendre en compte des changements d'appellation. Petit 1, dénomination d'une nouvelle voie. La réalisation de nouvelles constructions d'habitations a entraîné la création d'une voie qu'il convient de dénommer. Je vous propose de dénommer la voie du lotissement Clos de la Farguette, chemin de la Forge. Celle-ci se situe en face du 355, chemin de la Farguette. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que Farguette veut dire petite forge. Changement de dénomination. La réalisation de nouvelles constructions d'habitations permet de régulariser une ancienne appellation sans cohérence avec ses caractéristiques. En effet, il convient de supprimer l'appellation rue du Pont du Sort pour la partie qui est en impasse et de créer l'impasse des Aigrettes. Celle-ci se situe entre le numéro 4 et le numéro 8 de la rue du Pont du Sort. Et on ne souhaitait pas mettre impasse du Pont du Sort pour éviter les malentendus lors d'intervention des secours. Et impasse des Aigrettes parce qu'il y en a beaucoup qui longent le Sort qui est juste à côté. Voilà, vous savez tout. Nous parlons des Aigrettes, bien évidemment. C'est la réflexion de Christelle et de moi-même. Donc, qui est pour cette nomination? Merci à vous.
Nous sommes là. Martine, convention d'occupation de l'OTI, l'Office de tourisme intercommunal. Oui, depuis 2011, nous avons une convention avec la communauté de communes Lauragais-Revel-Sorézois pour l'occupation en interne du beffroi par l'Office de tourisme intercommunal. À la suite d'observations de la Chambre régionale des comptes et de l'étude réalisée par le cabinet Espelia, nous vous avons proposé une nouvelle convention qui, en définitive, rajoute une refacturation des fluides de la commune de Revel à la communauté de communes Lauragais-Revel-Sorézois et qui, elle, met ses locaux à disposition de l'Office de tourisme. Et pour information, il en sera de même avec les autres communes de l'intercommunalité qui accueillent une antenne de l'Office de tourisme. Donc vous avez vu la convention qui a pour effet nouveau de refacturer donc les fluides entre la commune et la communauté de communes. Est-ce que vous avez des questions? Non. Je vais vous demander si vous êtes pour approuver cette nouvelle convention. Qui est pour? Je ne pense pas qu'il y ait de contre. Non, on n'en a pas vu, Voilà, ni d'abstention. Merci. Merci. Michel, de nouveau, à toi la parole sur le rapport annuel d'accessibilité. Le rapport annuel d'accessibilité 2021, au cours de la séance de la Commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées du 4 janvier 2022, le rapport annuel de l'année 2021 a été arrêté. En application de l'article L 2143.3 du Code général des collectivités territoriales, celui-ci doit être présenté au conseil municipal. Ce rapport mentionne l'accessibilité des bâtiments, de la voirie et des espaces publics. Il fait état de la réalisation pour l'année 2021 en études et travaux et du bilan général de l'ADAP 2016-2021 et des perspectives pour l'année 2022, à savoir l'élaboration du plan d'accessibilité voirie et des espaces publics, le PAV, l'achèvement de la mise en accessibilité des bâtiments initialement inscrits dans l'agenda d'accessibilité programmé, c'était l'ADAP, et les travaux d'urbanisation programmés par la ville. Le récapitulatif du nombre d'établissements ou d'installations municipales recevant du public pour lequel la mise en accessibilité est achevée est le suivant. Sur les deuxièmes catégories, dont on l'a terminé, il y en avait un qui s'est fait. Sur la troisième catégorie, 2 sur 2. La quatrième, on en a fait 2 sur 5. La cinquième catégorie, 36 sur 40. Et un IOP, on en a fait 0 sur 1. Bon, ce rapport est adressé aux représentants de l'État. Je vous propose d'en prendre acte tout simplement. Donc, il est joint à votre dossier. Vous l'avez certainement regardé, ou si vous ne l'avez pas fait, il faut quand même le regarder. Il y a quand même des éléments intéressants sur tout ce qui a été fait depuis le début de la DAP, depuis 2016, et avec des chiffres qui sont quand même assez significatifs sur notre ville, avec l'ensemble des quartiers qui ont été un petit peu mis en accessibilité. Il y a encore à faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un petit peu des chiffres significatifs, par exemple le nombre de transports de personnes qui utilisent les transports en commun, qui sont qui étaient de 74 000 en 2019 et qui sont en 2021, qui étaient de 60 000, bon, un petit peu moins, mais c'est quand même assez important, disons pour notre ville, où tout le monde dit je prends la voiture, je ne prends pas les transports en commun, mais c'est quand même assez important dans le courant de l'année. Donc lisez-le, vous verrez que vous avez des informations qui sont intéressantes pour notre ville. Voilà, je vous demande d'en prendre acte, il n'y a pas de vote particulier là-dessus. Voilà. Et sachant un dernier élément, vous avez remarqué, ou peut-être pas encore, qu'on vient de changer la porte d'entrée de l'hôtel de ville pour permettre, avant on avait des portes qu'il fallait tirer, et désormais elles vont se déclencher toutes seules de façon horizontale, ce qui permet aussi une meilleure accessibilité. Par rapport à ça, c'est donc le dernier travail ou le dernier investissement qu'on a fait depuis 2 jours ou 1 jour. Voilà. Des questions sur ce rapport? Des remarques? Oui. C'est des questions pièges, ça. Public. C'est établissement ouvert au public, d'intérêt ouvert au public. Voilà. D'intérêt ouvert au public. Voilà. C'est un acronyme de plus. Oui. Parfait. Donc, on prend acte. À mon tour de vous donner lecture, vous savez que suivant l'article 2122-22 et 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, j'ai reçu délégation dans plusieurs domaines. À ce titre, je vous dois de vous informer des points suivants. Tout d'abord, des demandes de subvention au titre du fonds Friche pour la réalisation d'une pépinière artisanale avec Focus Bois
pour une demande de 402 098 € auprès du ministère de la Transition écologique, sur lequel on a reçu une positive de l'ordre de 260 000 €, et d'une demande de 256 885 € auprès de la région Occitanie. Je me tourne vers ma voisine de droite, sur laquelle nous attendons la réponse. De la modification des tarifs de la bibliothèque, Martine a souligné ce point-là par rapport à l'OTI, où il nous a été fait reproche, et on en avait parlé dans cette même instance, de ne pas avoir de différence de tarifs entre les habitants de la commune et les habitants hors commune. Donc je vous fais grâce de la totalité de tarifs, médiathèque, ludothèque, séjour, qui a permis, et séjour dans les points jeunesse, etc. Donc sur lequel on a fait une différenciation la plus modique possible entre ces éléments-là, sans trop toucher au change, mais on a différencié les tarifs extérieurs, par rapport aux Revellois. Donc je vous fais grâce de la totalité des éléments. On a déposé une demande de subvention auprès du conseil régional, toujours Marielle, pour un montant de 8 941 pour le programme de rénovation Rénove ta façade, d'une demande de subvention pour les travaux de réalisation de l'arrosage intégré des terrains annexes de football et rugby au complexe sportif situé à avenue Julien Nouguet pour 10 000 € auprès de la région Occitanie, et d'un montant de 20 000 € auprès de la Fédération de football d'Occitanie. D'une procédure de plainte pour vol et effraction à l'école de Coufinal, où on a été 2 fois cambriolé, dans la nuit du 29 au 30 novembre, ainsi que dans la nuit du 4 au 5 décembre. De la fixation des tarifs de 2 séjours de ski organisés pour les jeunes de 11 à 17 ans du 28 février au 2 mars pour les skieurs débutants, du 2 au 4 mars pour les skieurs confirmés, ce qui, en fonction du coefficient familial, varie en termes de propositions entre 157 € et 261 € pour les non-revellois pour le prix maximum. De la création d'une régie d'avance et de recettes instituée auprès des services administratifs de la mairie pour l'encaissement de produits de photocopie et de dépenses suivantes possibles par carte bancaire. Je ne vous énumère pas les dépenses possibles, mais qui sont des petites dépenses, mais qui permettent, puisque de plus en plus d'achats se font parfois sur Internet, il faut avoir la possibilité d'utiliser une carte bancaire. Donc on a créé cet élément-là. De la suppression de la régie avocat, puisqu'on l'a fondée directement dans d'autres éléments de recettes, compte tenu du faible montant de ce qu'on encaissait. De la désignation d'un avocat pour défendre les intérêts de la commune dans l'affaire qui nous oppose à M. Michael Soulès pour l'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire. C'est ce qu'on appelle la cabanisation. Vous avez vu à différents endroits de la commune que des personnes sans titre et sans autorisation surtout construisent alors qu'ils n'en ont pas le droit. Donc on essaye de faire valoir nos droits, ne serait-ce que pour des raisons d'égalité par rapport à ce qui respecte la loi. De la signature d'une convention de mise à disposition de bâtiments communaux entre la commune et l'association Imara pour le 12 rue du Thor et le 28 bis rue Jean Moulin. Elle est conclue jusqu'au 31 décembre 2025 et elle se fait à titre gratuit. Du dépôt d'une déclaration préalable relative à l'installation temporaire d'une exposition photographique sur le domaine public fluvial des voies navigables de France, VNF, sur la digue. Je pense que beaucoup l'ont visité. On s'est même fait voler une des photos récemment, mais c'est pas grave, c'est que ça plaît. Et comme on dit à l'autre, si on ne nous le vole pas, c'est que ça plaît pas. Donc là, ça doit plaire puisqu'on nous vole les photos. De la signature d'un bail de sous-location d'une durée d'1 an entre la commune et la SRAS Santé au Travail pour la location de 2 bureaux 2 jours par mois dans le centre municipal de santé qu'évoquait Jérôme tout à l'heure, pour un loyer mensuel fixé à 90 €. De la signature d'avenants ou de marché public selon la procédure adaptée pour le transport des élèves dans le cadre de sorties extrascolaires pour des montants compris entre 10 000 et 75 000 € suivant les services rendus. La fourniture et livraison de vêtements et accessoires de travail avec la quincaillerie Cétain SAS pour un montant mini de 10 000 € par an et 30 000 € pour 3 ans.
Venant au marché relatif à la réfection des enduits de façade des bâtiments communaux avec l'entreprise Ramon Maçonnerie pour 1 500 €. L'avenant au réaménagement des locaux de la trésorerie qui n'ont pas d'incidence financière. L'avenant au marché relatif à la fourniture et l'installation de panneaux sucettes double face, c'est les panneaux Védio qui sont en cours de route, pour 10 800 €. Un avenant au marché relatif au transport des élèves pour les sorties scolaires et extrascolaires, de nouveau avec la SARL Transport et Services Tarnais et Économique, sans incidence financière, et différents avenants sur les espaces verts, là aussi, ou sur le contrat d'exploitation fourrière automobile, là aussi sans incidence, qui sont des éléments juridiques. Enfin, on a attribué différentes concessions funéraires. Vous me ferez la grâce de ne pas vous lire le détail de tous les bénéficiaires de ces éléments-là. Voilà pour les informations diverses. Y a-t-il des questions que vous souhaiteriez aborder ou des points? Je me tourne avant de conclure la séance. Oui, Alain. Oui, chers amis, chers collègues, moi je me réjouis de voir l'unanimité se manifester sur des projets ambitieux et qui assureront l'avenir de notre collectivité. Donc je ne peux que remercier mon voisin et non moins ami, le maire de Revel, mais aussi les adjoints et toute l'équipe municipale. Je crois qu'effectivement, c'est le moment de lancer les grands investissements. Vous y êtes déjà, nous y sommes déjà. Il faut penser aux 2 prochaines années. La situation du pays actuellement, telle que je la vis par mes fonctions sénatoriales, c'est un endettement de 2 800 milliards. C'est à peu près sur le PIB 9,3%, c'est-à-dire, quand vous le comparez à l'Allemagne et aux pays d'Europe du Nord, où ils ont 60% d'endettement, nous sommes à pas loin de 120%. Ces 2 800 milliards, il va falloir les rembourser. Et malheureusement, ce ne sont pas forcément nous, c'est nos générations suivantes qui vont le faire. Et donc, pourquoi je reviens là-dessus? C'est tout simplement parce que les investissements importants, il faut les lancer très vite. Il faut lancer très vite parce qu'on a des taux d'intérêt très faibles et que l'inflation, quoi qu'on en dise, elle va exploser dans les prochaines années. Je ne pense pas me tromper et je ne peux que le regretter. Mais le seul moyen de rembourser, ce sera l'inflation. Quand vous voyez l'inflation aux États-Unis à 7%, comme nous l'avons aussi en Europe avec une moyenne de 4%, 4,5% et qui va être de 5-6% dans les 3 prochaines années, ça veut dire qu'emprunter à 1,50%, c'est vraiment le moyen d'assurer l'avenir sur les investissements qui s'imposeront comme les plus réalistes, les plus concrets et les plus proches des souhaits de nos administrés. Donc, vous dire, continuez dans ce sens, continuons dans ce sens, ne lâchons pas prise. Et puis, pour aller dans les 584 communes du département, non pas tous les ans, je fais un quart à peu près chaque année, je suis heureux de voir que vous êtes, et nous sommes l'un des seuls conseils municipaux où il y a quasiment unanimité sur les sujets majeurs. Et donc, je ne peux que m'en féliciter et vous féliciter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci, monsieur le sénateur. Eh bien, je vous propose de lever la séance et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Merci.